Voilà, vous entendez en direct. On va attendre que ça finisse. J'espère que ça finit. Ce sont nos voisins arabes à Jérusalem qui ont l'habitude de tirer des feux d'artifice très régulièrement. Vous m'entendez? Oui. Alors, bonsoir à tous. Il est 20h à Jérusalem, 19h à Paris. Voilà, nous sommes probablement vers les dernières heures, probablement de cette opération militaire entre Israël et le Hamas. Je dois dire d'avance, et je remercie d'abord auparavant notre ami Mathias Simbard d'avoir accepté au pied levé d'être notre conférencier ce soir. Le conférencier qui était prévu ce soir a été, je vous enverrai un petit message, que nous avons eu le plaisir de rencontrer il n'y a pas si longtemps, avec qui nous avons une analyse beaucoup plus large de la situation. Aujourd'hui, nous allons évoquer effectivement, j'allais dire un petit peu autant que possible, les tenants et les aboutissants de cette opération, avec tout ce qu'elle risque d'impliquer sur des changements encore plus importants, peut-être imprévus, et ça Mathias nous le dira, tant d'un point de vue de la vie à l'intérieur d'Israël et des concitoyens israéliens de confession musulmane, que de nos voisins de Gaza, probablement du Cisjordanie et peut-être même du Hezbollah au nord. Donc voilà, encore une fois, et je crois qu'avec toute l'amitié que nous avons pour Olivier Rafovitch, qui n'est pas là ce soir, mais je crois, et je l'ai déjà dit, que nous avons un expert avec nous ce soir qui a accepté de prendre de son temps. La rencontre risque d'être un peu plus courte s'il est appelé pour un direct sur son antenne en direct. Donc encore une fois, je vous remercie. Nous essaierons de faire des réponses et des questions si c'est possible. Si ce n'est pas possible, on s'en excuse d'avance. Voilà, et je remercie vraiment notre expert sécuritaire, Mathias Simbard, d'avoir accepté d'être avec nous ce soir. Je crois, Yasmine, que nous avons juste quelques mots d'introduction de Olivier Rafovitch qui n'a pas pu venir et qui voulait juste saluer notre public. Et nous passerons directement à Mathias. Oui, Olivier nous a envoyé un petit message, donc je partage mon écran. Bonsoir mes amis, ce soir je ne pourrai pas être avec vous, mais je vous souhaite une très bonne conférence et que le principal c'est que Israël soit en sécurité. À très bientôt. Voilà, encore une fois, c'est une nouvelle méthode de faire la guerre, une guerre qui ne se déclare pas, qui s'appelle opération militaire sur opération militaire. Je crois que ça aussi, peut-être Mathias nous aidera un petit peu à comprendre comment on rentre dans ces opérations et comment on en sort, et comment Israël essaye de préserver, je vais dire, quelque part, sa supériorité dans cette région. C'est quelque chose qui devient de plus en plus complexe, pas compliqué, mais complexe. Et voilà, Mathias, Toda Rabba, Erev Tov, et merci encore. Je vous en prie. Déjà, c'est un honneur de pouvoir parler au pied levé et remplacer Olivier, qui est un colonel connu et reconnu de l'armée israélienne, porte-parole de l'armée israélienne. Et donc, bien évidemment, j'ai accepté la demande immédiate de Yasmine. Alors, concernant votre dernière remarque, on sait comment on commence une guerre, on ne sait jamais comment on la termine. Hormis, et j'entends beaucoup d'experts ou de pseudo-experts qui disent quels étaient les objectifs au pluriel de l'armée israélienne. L'armée israélienne a des objectifs clairs, et cela ne veut pas dire que l'armée israélienne savait comment commencer cette guerre, puisque l'armée israélienne a été entraînée dans cette guerre. Il faut bien comprendre que le Hamas a d'ores et déjà, depuis plusieurs semaines, prévu son coup, à savoir qu'à partir du moment où Yahya Sinwar a été fragilisé juste après dans ses élections internes du Hamas dans la bande de Gaza, il a failli perdre la main. Yahya Sinwar, c'est le chef du Hamas dans la bande de Gaza. Eh bien, il y a eu une lutte interne à l'intérieur du Hamas,
qui a fait que Salah Harouri, qui est le numéro 2 du Hamas, celui qui avait commandité le rapt et le meurtre de 3 adolescents en 2014, a voulu absolument prendre de l'ampleur à l'intérieur du mouvement. Et c'est de nouveau une lutte interne entre les cadres du Hamas qui s'est épanchée sur la scène israélienne. Je m'explique, c'est que Mohamed Def, qui est aujourd'hui estropié, c'est le chef militaire certes de la bande de Gaza, mais il a été plusieurs fois, en tout cas Israël a tenté de l'éliminer, même au cours de ces 11 jours de combat, Israël a tenté de l'éliminer à 2 reprises, et il fait partie de ce camp des militaristes, des idéologues, des religieux, avec Salah Harouri, pour qui il n'y a pas de rationnel, il n'y a pas de logique. Le Hamas, qui est embourbé dans une gestion sécuritaire et administrative catastrophique de la Covid-19, mais également pendant plusieurs années, qui n'arrive pas à imposer de facto son leadership par rapport à d'autres groupes comme le djihad islamique, par exemple, qui répond aux ordres de l'Iran. Face à cela, le Hamas voit qu'il est en train de perdre finalement la main des élections palestiniennes il y a quelques semaines de cela. Il voit qu'à Jérusalem, il arrive à envenimer la situation. Et donc, Salah Harouri et Mohamed Def sortent de leur silence, commencent à parler, commencent à envenimer la situation. Et donc, on arrive à ce Yom Yerushalayim, lundi dernier, il y a 11 jours précisément, où dans la nuit de dimanche à lundi, tout change. Je vous explique, c'est que Yahya Sinwar disait à Salah Harouri et à Mohamed Def, il ne faut surtout pas, on menace, mais on ne rentre pas en action. Or, à ce moment-là, dans la nuit de dimanche à lundi, tout change et la décision est prise que la religion va dicter le Hamas et ils ne peuvent pas, au nom de leur esplanade des mosquées, au nom d'Al-Aqsa, pour eux, l'argument est trop fort, ils doivent rentrer dans la danse. Et donc, c'est à partir de ce moment-là, encore une fois, que dans cette lutte interne entre eux et dans la lutte qui les place face au Fatah, le Hamas tire 7 roquettes contre Jérusalem. Il faut le savoir que dans la journée, dans la journée de dimanche à lundi, il y a eu des rapports du Shabak, des renseignements intérieurs, selon lesquels Benjamin Netanyahu a été mis au courant des intentions de Yahya Sinwar de tirer vers Jérusalem. C'est la raison pour laquelle tout au long de la journée, souvenez-vous, il y a une dizaine de jours de cela, Benjamin Netanyahu tentait par tous les moyens de changer le parcours qui devait passer par la porte de Damas et donc éviter tout moyen de friction pour essayer au minimum de préparer les troupes et au maximum de limiter les dégâts. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs une batterie d'hommes de fer a été positionnée en direction de Jérusalem. Depuis, le Hamas pensait qu'il y allait avoir exactement la même situation que lors de l'opération Bordure Protectrice, c'est-à-dire que généralement Israël commence à pilonner, à répondre, pense à aller crescendo, mais en se laissant à chaque fois des pauses de quelques jours. Là, le Hamas n'a jamais pu penser à une telle réponse de la part d'Israël. C'est-à-dire que les plans étaient extrêmement bien ficelés du côté de l'armée israélienne. Les roquettes auraient pu tomber sur le dôme de fer, je réagis en direct. Généralement, les dômes de fer sont munis d'un algorithme pour aller très vite et les roquettes ne peuvent pas tomber sur le dôme de fer puisque le dôme de fer est censé les arrêter avant et que les dômes de fer sont généralement, les dômes de fer, les batteries de dômes de fer sont positionnées à l'intérieur du territoire en terrain vague et donc généralement ils ne peuvent pas être le dôme du rocher, pardon, peut-être, effectivement, pardon, je pensais le dôme de fer. Oui, effectivement, les roquettes auraient pu tomber sur le dôme du rocher, sur l'esplanade des mosquées. Comme pendant l'opération Bordure Protectrice, les roquettes se sont abattues sur Bethléem. Et pendant ces 11 jours de combat, des roquettes se sont abattues sur des régions, sur des villages palestiniens de Judée-Samarie. Mais ça, on en entend peu parler dans la presse parce que ce n'est pas vendeur, bien évidemment. Alors, pour reprendre mon explication, c'est que je disais que finalement, au cours de ces jours de combat, le Hamas pensait qu'Israël allait monter crescendo, mais très lentement. Et là, le plan avait été ficelé bien avance par Herzi Halevi, qui était le commandant
de la région sud, qui était juste avant de prendre ses fonctions dans le commandement du front sud, eh bien, commandant des renseignements militaires israéliens, qui savait exactement comment contrer le Hamas. Comment contrer le Hamas? Eh bien, en frappant d'abord et avant tout son arme stratégique, à savoir ces tunnels, ce que l'on appelle le métro, le dispositif souterrain. Je m'explique. C'est vrai qu'il y a effectivement une mauvaise compréhension et on parle souvent de tunnels offensifs et de tunnels défensifs. Les tunnels offensifs sont quasiment, le projet des tunnels offensifs est quasiment mort à partir du moment où, après l'opération bordure protectrice sous la responsabilité de Gadi Eisenkot, qui était le prédécesseur de Aviv Kochavi, il y a eu la création d'un obstacle souterrain à la frontière israélo-gazaoui qui empêche donc creuser à plusieurs dizaines de mètres, qui empêche toute tentative d'infiltration terroriste à partir de tunnels, ce qui permet donc d'avoir un avantage stratégique et opérationnel à l'armée israélienne. En clair, pas comme en 2014, lorsque vous dépassez un ennemi, vous pensez que vous l'avez dépassé et il sort de terre dans votre dos et il peut vous attaquer. On peut dire officiellement, si vous voulez, qu'à partir du moment où, par exemple, quasiment 70% de cet obstacle souterrain a été terminé à la frontière, eh bien, les armes offensives de tunnels offensifs de Gaza sont quasiment inoffensives. Il y a un obstacle sous-marin aussi entre Gaza et Israël. Et là, c'est quoi le métro? C'est quoi le dispositif souterrain de Gaza? Ce sont plusieurs centaines de kilomètres qui ont été creusés entre 5, 25, parfois 70 mètres sous la terre. C'est le grand projet de Mohamed Def, qui est le chef militaire donc du Hamas. Le grand projet. Il se cacherait là-bas aujourd'hui. Bien évidemment, c'est là qui cela coûte beaucoup. Cela coûte 500 000 dollars par kilomètre. Faites le compte, plusieurs centaines de kilomètres. L'argent qui a été donné par l'UNRWA, par les Nations Unies, par les pays arabes, eh bien, sert d'abord non pas à la population, mais bien à construire souterrain. Aujourd'hui, il n'y a pas de fondation. Il faut bien comprendre. Gaza, le goudron de Gaza sert uniquement à masquer le dispositif souterrain et la station de métro qui existe aujourd'hui sous Gaza. Et ces stations de métro, eh bien, elles servent à communiquer et à faire en sorte qu'il y ait une communication entre le nord et le sud de la bande de Gaza. Ça permet également de mener la guerre sans être vu. Ça permet également de stocker des armes. Ça permet également de commander à distance les rampes de lancement de roquettes à projectiles multiples. C'est-à-dire ce sont ces rampes de lancement qui ont servi au Hamas et au djihad islamique pour atteindre Ashdod, Ashkelon et surtout le centre d'Israël. Souvenez-vous, il y a plusieurs jours de cela, 200 roquettes avaient été envoyées en même temps. C'est de ce tunnel que ces roquettes avaient été envoyées. À l'intérieur de ces tunnels, vous retrouvez des centres de commande. Vous retrouvez, je vais répondre à la question pourquoi Israël laisse passer tout ce béton. Il y a à l'heure actuelle des centres de commande, des centres de guerre électronique. Il y a également des centres de recherche et développement. Il y a des rampes de lancement. Bref, tout un dispositif comme s'il y avait deux Gaza, Gaza en surface et Gaza en souterrain. Comment eh bien, ce béton est rentré? Tout simplement, ça fait partie d'une demande de la communauté internationale de laisser rentrer ce béton. Ce béton a été utilisé depuis des années. Ce n'est pas hier que cela a commencé. Ça fait plus de 20 ans que ce projet existait, de construire complètement un Gaza souterrain, exactement le même modèle, et je vais y arriver ensuite tout petit peu plus tard, qui existe aujourd'hui au Liban, avec cette possibilité, bien évidemment, qu'a le Liban et le Hezbollah d'avoir construit des tunnels souterrains du sud Liban jusqu'à Beyrouth, plusieurs centaines de kilomètres. Et donc, le Hamas veut mener la guerre en souterrain pour pouvoir être capable de ne pas être atteint. Ce béton est rentré au cours de toutes ces années et les installations anciennement du Gush Katif, où Israël s'est retiré en 2005, eh bien, a permis également de construire ceci. Comment ne pas avoir anticipé ces constructions? À partir du moment où le béton est coulé en profondeur, il est très difficile pour Israël de déclencher les frappes parce que ça veut dire automatiquement, à chaque fois, tous les mois, eh bien, de déclencher une guerre. Donc, vous ne pouvez pas sans arrêt frapper le Gaza parce que vous savez que vous allez vous entraîner eh bien, dans une guerre que vous ne voulez pas, tout simplement parce qu'il y a aussi la menace existentielle du Nord.
En revanche, ce qui s'est passé, alors j'essaie de me souvenir des questions au fur et à mesure et de pouvoir y répondre. Il faut savoir que c'est quand vous menez une invasion partielle de la bande de Gaza est-elle possible, utile ou stratégiquement souhaitable? Je vais y venir. Lorsque en termes d'opération, en termes opérationnels, il faut se créer des opportunités. Et vous ne pouvez pas frapper Gaza à chaque fois qu'il y a une opération en cours de l'autre côté, parce que cela voudrait dire concrètement que vous serez en guerre toutes les semaines, tous les mois. Bien évidemment, il y a eu des tentatives israéliennes pour stopper ce grand projet souterrain, mais ces projets ont été à chaque fois reculés parce qu'il y a une menace plus stratégique dans le nord et il y a une menace stratégique iranienne. Donc, malheureusement, Israël ne pouvait pas intervenir sur tous les fronts. Et lorsque il y a une opportunité de frapper, par exemple, lorsqu'il y a une roquette qui est tirée depuis Gaza, qui s'abat en territoire israélien, vous entendez assez fréquemment qu'Israël frappe des sites stratégiques du Hamas. C'est une question d'opportunité. C'est-à-dire que vous saisissez l'opportunité de cette frappe pour pouvoir accentuer votre représailles, vos représailles, et pouvoir frapper des sites en profondeur et donc faire mal à l'ennemi. Mais en même temps, c'est il y a une sirène d'alerte, pardonnez-moi, dans le sud. En même temps, lorsque tous ces dizaines de kilomètres ont été créés, Israël le savait et il fallait attendre le bon moment. C'est exactement le briefing sécuritaire que j'ai eu avant-hier avec un haut commandant de l'armée israélienne. Il fallait attendre le bon moment. Et il ne fallait pas aller trop rapidement et penser avec le ventre plutôt qu'avec la tête. Il fallait saisir l'opportunité. Et à partir du moment où le Hamas a fait l'erreur stratégique de tirer sur Jérusalem, la décision a été prise par Israël de mettre fin à ce projet, quasiment une fois pour toutes, ce projet souterrain du Hamas. Je lisais la question, est-ce que les satellites israéliens n'avaient pas pu voir ce type de construction? C'est exactement ce que ces sites satellites c'est que ces images satellitaires ont permis à l'armée israélienne de créer des banques de cibles. Vous ne partez pas en guerre comme cela, vous frappez pas la bande de Gaza comme cela. Et vous avez clairement des banques de données, des banques des sites que vous savez, que vous connaissez à l'avance et que vous allez frapper le moment venu. C'est la raison pour laquelle vous avez vu, et je vais expliquer pourquoi le Hamas n'a pas compris jusqu'à présent comment s'est menée l'opération israélienne, c'est que l'opération israélienne s'est menée très vite, très fort, très puissamment. C'est le credo de Aviv Kochavi. Au départ, il y a eu des frappes sur des sites stratégiques sites de construction. Il faut le savoir aujourd'hui que 80% des roquettes qui sont dans la bande de Gaza et qui ont été tirées en direction d'Israël ont été construites ces dernières années depuis la bande de Gaza. Ce sont des modèles importés de Russie et d'Iran et qui sont construits localement. Comment ils sont construits localement? Bien en utilisant des produits de première nécessité que la communauté internationale demande à Israël de faire passer, comme notamment la fibre de verre pour les pêcheurs de Gaza, les pêcheurs qui se sont plaints de ne pas avoir des filets suffisamment forts pour pêcher des poissons. Cette fibre de verre a été utilisée pour entourer les roquettes et de faire en sorte que ces roquettes soient plus pénétrantes dans l'air. Il y a eu également un modèle de phosphate c'est un produit qui est en provenance d'Égypte, mais qui sert normalement à la construction de bâtiments pour reconstruire la bande de Gaza, mais qui a été détourné par le Hamas. Il y aurait un accord aujourd'hui en sous-main entre l'Égypte et Israël pour arrêter la livraison de ce matériel. Il y a eu également l'utilisation de sel. Ça semble fou, mais il y a eu l'utilisation de sel. Les Iraniens ont créé une bombe du C4 explosive à base de sel et d'eau. Lorsque vous faites fondre le sel avec de l'eau à une température particulière et que vous y rajoutez une substance chimique, vous obtenez du C4, ce qui a permis dans des constructions de roquettes à partir de simples tuyaux d'égouts, tuyaux qui sont censés apporter des fondations
à des bâtiments, eh bien, ont été détournés. Vous enlevez l'air de cette roquette, vous rajoutez des billes d'explosifs, vous rajoutez des billes de métal et vous y rajoutez du C4 à base de sel et donc de potassium. Vous obtenez un missile qui est capable de parcourir 20, 30, 40, 50, 60, 80 km et qui, à partir du moment où il explose, eh bien, fait très mal, comme on l'a vu ces derniers jours. Israël est en train, bien évidemment, de montrer ses preuves à l'ONU. Est-ce que ça va changer quelque chose? C'est la grande question. Je ne suis pas diplomate pour pouvoir répondre à la question. Le plus important, c'est de montrer, c'est exactement ce qui est en train de se jouer aujourd'hui du côté d'Israël, c'est de montrer ses preuves à des gouvernements étrangers. On ne passe plus par l'ONU, mais bien, et vous le voyez ces derniers jours, il y a eu le ministre des Affaires étrangères grec, slovaque, tchèque, allemand, qui voient, qui eh bien, sont au courant de ces preuves. À partir du moment où Israël est bien, a monté crescendo, première étape de l'opération, eh bien, que Israël a bombardé des sites stratégiques de ses constructions de missiles. Pourquoi? Pour faire mal. C'est-à-dire que demain, lorsque le Hamas va vouloir reconstruire des roquettes, il va prendre beaucoup plus de temps pour le faire que cela n'a été fait dans le passé. Deuxième étape, c'est on entre immédiatement dans l'étape des éliminations ciblées. De faire mal, c'est-à-dire que la chaîne de commandement doit être éliminée. Quand je parle de chaîne de commandement, il y a des commandants de compagnie, de bataillon, de division, mais surtout les ingénieurs. Dans ce round de violence au cours de ces 11 jours, des ingénieurs, les pères fondateurs des dernières roquettes homemade, c'est-à-dire construites à l'intérieur de la bande de Gaza, ont été éliminés. Les pères fondateurs du drone suicide a été éliminé. Le père fondateur du sous-marin autonome qui a été envoyé pour faire mal au champ d'extraction de gaz a été éliminé. Vous me direz, vous avez lu comme tout le monde le rapport sur lequel Mohamed Def n'a pas été éliminé et encore une fois a échappé à une tentative d'élimination. On dit qu'un chat a 9 vies, lui, eh bien, on a tenté de l'éliminer du côté d'Israël à 7 reprises, donc il en manque plus que 2 pour pouvoir éventuellement espérer que Mohamed Def ne soit plus de ce monde. Et donc, ça peut choquer hein, d'entendre un journaliste dire ça, mais il faut comprendre que c'est un chef terroriste, que c'est un chef qui prône la mort. Et donc, à partir de ce moment-là, eh bien, bien évidemment, sa tête a été mise à prix et par l'état-major militaire et l'état-major politique. Aujourd'hui, donc, après les éliminations ciblées, il y a eu donc ce projet de métro qui devait être frappé par l'armée israélienne pour envoyer un coup sévère au projet qui a coûté des milliards de dollars à Mohamed Def en sous-terre, mais également envoyer un message au Liban. Parce qu'au moment où il y a la guerre à l'intérieur de la bande de Gaza, eh bien, Hassan Nasrallah du côté du Liban est en train de voir ce qui se passe et du côté d'Israël, c'était important d'envoyer un message au Hezbollah. Le commandant avec qui j'ai eu un briefing, quand je vous parle de commandant, il fait partie du top 3 de l'armée israélienne pour des raisons de sécurité. Vous comprenez bien que je ne peux pas donner ni son identité ni son rang, mais il me disait que clairement, si jamais il y a une guerre avec le Liban, eh bien, le Hezbollah est en train de voir ce que nous avons fait, nous, quand je dis nous, ce n'est pas moi, mais c'est l'armée israélienne dans la bande de Gaza, et les opérations au Liban seront plus rapides, plus puissantes, plus élargies, et Beyrouth sera largement plus meurtri que ne l'est aujourd'hui les sous-sols, que ne sont aujourd'hui les sous-sols de Gaza. Donc, il y avait, bien évidemment, il faut comprendre qu'on ne peut pas espérer d'une organisation qui est salafiste, qui est meurtrière, qui est issue des frères musulmans, qu'ils tendent le drapeau blanc. Le Hamas ne tendra jamais le drapeau blanc. Le Hamas ne se rendra jamais. Ils iront jusqu'à la mort, puisque rationnellement, si du côté occidental, on pense que lorsqu'on a terminé, lorsqu'on a perdu, eh bien, on doit se rendre pour essayer de négocier sa sortie, du côté du Hamas, on ne pense pas comme cela. Donc, pour Israël, l'idée est double. Du côté de la communication, c'est très dur de gagner une guerre de communication aujourd'hui parce qu'automatiquement, on verra toujours Israël comme un État fort, mais et le Hamas comme une entité faible, même si c'est une entité terroriste qui tue à chaque roquette envoyée.
Donc, au niveau de la guerre de communication, du côté israélien, on fait ce qu'on peut pour essayer d'éviter la casse. Mais il y a également l'effet dissuasif, militaire, opérationnel. Et j'entends bien, vous allez me dire que ce n'est pas aujourd'hui la guerre aussi se mène dans la guerre de communication. Mais lorsque Hassan Nasrallah, à la fin de 2006, a vu l'état des dégâts de la Dahya, qui est le QG central du Hezbollah, eh bien, il a déclaré que il aurait dû réfléchir à 2 fois avant de kidnapper Adlan Regev et Ehud Goldwasser en 2006. Donc, à l'heure actuelle, on espère du côté d'Israël que le message est passé, qu'à partir du moment où eh bien, Yahya Sinwar, le chef du Hamas dans la bande de Gaza, que Mohamed Def, chef militaire, que Fatri Hamad, le ministre de l'Intérieur, sortiront des tunnels où ils se terrent, puisque bien évidemment les commandants du Hamas sont aventuriers mais pas téméraires, donc ils envoient leurs hommes se faire tuer. Eux sont bien évidemment bien au chaud et bien protégés. Eh bien, à partir du moment où ils sortiront, ils verront l'étendue des dégâts et ils comprendront, en tout cas on espère du côté du Hamas, qu'ils ont fait, du côté d'Israël, qu'ils ont fait une erreur. Concernant le cessez-le-feu, j'aimerais être clair, net et précis, et les sources auprès de certaines sources sécuritaires et auprès de pays arabes. Israël ne veut pas d'un cessez-le-feu, Israël veut un arrêt des combats si tenté, puisque la pression commence à être trop forte au niveau international et que n'oubliez pas que nous sommes également dans une crise politique aujourd'hui en Israël. Donc, Israël ne veut pas entendre parler d'un cessez-le-feu, mais plutôt de l'arrêt des combats de manière quasiment unilatérale. Pourquoi? Pour se donner le droit légitime de pouvoir éliminer, si jamais l'opportunité se présente, un chef militaire ou un cadre du Hamas. Donc, Israël, de son point de vue, ne sera tenu par aucune précondition. J'ai lu une question concernant l'Iran et le financement de l'Iran. Oui, l'Iran se cache dans tout ce qui est en train de se passer depuis 11 jours dans la bande de Gaza. C'est l'Iran qui a financé, c'est l'Iran qui est idéologiquement derrière le Hamas, c'est l'Iran qui est idéologiquement derrière le djihad islamique, c'est l'Iran qui a poussé absolument le Hamas à utiliser la question de Jérusalem, utiliser la question des territoires pour entrer en guerre de manière complètement, comme je l'ai déclaré en amont, irrationnelle et illogique. Du côté d'Israël, on espère que demain, si jamais l'opportunité se présente, eh bien, Israël pourra agir. Et c'est encore une fois aussi une guerre de renseignement qui est en train de se mêler là, à l'heure actuelle où on se parle, au moment où peut-être ce soir ou demain, il y aura décision unilatérale de l'arrêt des combats, et Israël va faire le bilan de toutes ces frappes et Israël va devoir clairement présenter les réponses de toutes ces opérations, à savoir que il faudra bien évidemment montrer des preuves selon lesquelles l'entreprise souterraine du Hamas a été partiellement détruite, que les rampes de lancement ne sont plus aussi nombreuses que cela dans la bande de Gaza. Cela ne veut pas dire que le Hamas ne peut plus tirer. Le Hamas peut encore tirer. En l'occurrence, pendant que je vous parle, eh bien, le Hamas tire sur le pourtour frontalier de la bande de Gaza. Je lisais, et au fur et à mesure des questions, comment l'administration américaine a réagi. Eh bien, d'un côté, on a mis la pression, une pression énorme américaine sur Israël pour l'arrêt des combats, et de l'autre côté, eh bien, on disait être solidaire de la sécurité israélienne. C'est encore une fois, après 4 ans de lune de miel entre Jérusalem et Washington, eh bien, aujourd'hui, on est revenu dans un langage de clintonien, bushien, obamamien, de Biden également, à savoir qu'il y a cette pression américaine, cette pression diplomatique américaine, cette presque, je dirais, cette manière de, parfois, qu'on a l'impression en Israël, qu'on bamiste, merci, de mettre sur un même pied d'égalité presque une symétrie entre Israël et le Hamas. Ça semble être comme cela, ce n'est pas le cas. Parce que je lisais cette question, est-ce qu'on peut avoir de vrais alliés? Bien évidemment que les États-Unis restent les alliés d'Israël. Jamais dans l'histoire israélienne, on a vu une telle aide américaine, budgétaire américaine, militaire, pour permettre à Israël de se doter d'armes de précision, d'armes ultra modernes. Donc bien évidemment que les États-Unis restent
le meilleur allié d'Israël dans la région. Mais bien évidemment, on est revenu à une diplomatie américaine où du côté de Washington, on peut aller contre parfois les intérêts premiers d'Israël, quitte à éventuellement faire en sorte d'être moins bien vu du côté de Jérusalem, mais au moins d'obtenir un équilibre des forces dans la région. Le soutien italien, certains s'en seraient passés du côté d'Israël parce que c'est la Ligue qui est très proche de l'extrême droite, qui a soutenu Israël. Certains diront que tous les soutiens sont bons à prendre. Je ne parlerai pas de politique ce soir, mais véritablement purement de militaire. À l'heure où je vous parle, l'une de mes sources sécuritaires, et je vous demanderai d'ailleurs de ne pas citer ce que je suis en train de vous dire, parce que c'est uniquement pour vous, et je n'ai pas le droit de le dire à la presse. L'une des sources sécuritaires israéliennes me confirme effectivement qu'à Tel Aviv se trouve une délégation des renseignements égyptiens. Je compte, s'il vous plaît, sur votre bonne tenue et le fait que ce soir, ça ne sert à rien de pouvoir le dire ce soir, puisque demain, vraisemblablement, l'information, ou peut-être dans plusieurs heures, sera connue. Il y a une délégation des renseignements égyptiens pour obtenir un arrêt des combats quasiment immédiat. C'est en live sur Facebook, c'est un peu problématique. Effectivement, je ne le savais pas. Elisabeth Bensamoun, sachez vous taire. Merci beaucoup. Je sais ce que je dis. Si je me permets de le dire, c'est que... enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce que je peux vous dire ce soir, c'est qu'il y a une délégation égyptienne qui est en train de négocier, encore une fois, un arrêt des combats et pas un cessez-le-feu. Qui revient donc à dire, concrètement, ce que je disais, c'est qu'Israël se donne et s'octroie le droit de pouvoir réagir si demain ou après-demain, il y a une violation de ce cessez-le-feu, de pouvoir immédiatement répondre et rétorquer sans être dans une violation militaire ou violation diplomatique. Israël aurait voulu continuer les frappes. Normalement, il y a une volonté d'Israël. Selon les renseignements, la plupart des objectifs ont été remplis. En revanche, on aurait voulu du côté d'Israël avoir la possibilité d'éliminer l'une des têtes du Hamas pour pouvoir justement avoir cet avantage psychologique et militaire et opérationnel, faire mal à l'ennemi. Il y a trop de questions, j'ai du mal à y répondre en même temps, je vais essayer de m'en souvenir. Pourquoi ne pas rentrer et de faire une invasion de la bande de Gaza? Tout simplement parce que à partir du moment où vous rentrez et vous lancez une opération terrestre, c'est une toute autre histoire, et pour l'instant, Israël a d'autres objectifs à remplir, et principalement des menaces en provenance d'Iran. En l'occurrence, on a vu, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Premier ministre israélien qui le dit, le drone militaire qui a été intercepté il y a 2 jours, c'était un drone iranien. Il y a une menace claire du côté de l'Iran, il y a une menace claire du côté du Hezbollah, et elle est beaucoup plus existentielle, beaucoup plus cruciale que ne l'est la menace du Hamas. Donc si du côté israélien, on peut gérer les opérations depuis les airs, depuis l'infanterie et depuis l'artillerie, et depuis les blindés, et si on arrive à remplir ces objectifs, on préfère, plutôt que de rentrer par voie terrestre, de lancer une opération terrestre qui implique bien évidemment un coût en vie humaine beaucoup plus important. Le Hamas, oui, est derrière les émeutes en Cisjordanie, comme je le disais au départ de la conférence. Le Hamas a voulu clairement réveiller des cellules et a voulu absolument embraser et Jérusalem et les territoires. Ce n'est pas une information top secrète, c'est clairement une information qui est révélée par tous les sécuritaires et tous les renseignements. Le Hamas a voulu embraser les territoires et Jérusalem parce que le Hamas a vu que il n'y aura pas d'élections palestiniennes, et donc il fallait absolument mettre le feu aux poudres, quitte à déclencher une guerre, ce qui s'est passé. Je vais y répondre concernant la restitution des corps. Pour l'instant, malheureusement, et je dis bien malheureusement, la restitution
de Oron Shaul et Hadar Goldin et les dépouilles en tout cas, et celles je dis au revoir, pardonnez-moi, les invités qui étaient en direct sur I24, eh bien, Israël, à l'heure actuelle, visiblement, n'aurait pas négocié le retour des dépouilles de Hadar Goldin et de Oron Shaul, ni les personnes de Avira Mengistu et Assam Sayed, qui étaient un bédouin, les deux civils, un Éthiopien, un Israélien d'origine éthiopienne et un bédouin. Visiblement, cela ne ferait pas partie, en tout cas, de l'accord trouvé via médiation égyptienne. On ne peut que malheureusement le regretter parce qu'il n'y avait pas de meilleure opportunité que celle-ci pour ramener les dépouilles des soldats. Malheureusement, c'est le cas, ce n'est pas moi qui décide, c'est la voie politique et les renseignements qui le font. Donc pour l'instant, l'information qui me parvient, c'est que Israël n'aurait pas négocié concrètement à l'heure actuelle le retour des dépouilles. Pourquoi Binyamin Netanyahu, ce n'est pas Binyamin Netanyahu, c'est l'état-major politique et militaire ne sont pas pour l'éradication totale du Hamas, parce que vous savez ce que vous obtenez aujourd'hui, vous ne savez pas ce que demain vous pourrez obtenir. Et donc à l'heure actuelle, eh bien, du côté israélien et du côté des stratèges militaires et des renseignements, on préfère avoir deux entités, une à Ramallah, une dans la bande de Gaza, et d'avoir deux entités bien différentes. L'autorité palestinienne dirigée par le Fatah à Ramallah et le Hamas qui est dans la bande de Gaza. Il ne faut pas se voiler la face. Qui a négocié au cours des 3 dernières années le calme dans la bande de Gaza? C'est Yahya Sinwar. Yahya Sinwar parlait quasiment directement avec Israël pour empêcher les obus de mortier. Yahya Sinwar parlait quasiment directement à Israël pour laisser passer des biens de première nécessité, certes détournés, mais qui sont rentrés dans la bande de Gaza. Et Yahya Sinwar parlait à Israël aussi pour obtenir l'argent du Qatar. Donc, du côté d'Israël, la seule solution finalement, c'est que le Hamas soit dissuadé, qu'il y ait un pouvoir de dissuasion qui reparte dans le sens d'Israël et non pas qui reste dans les bras et les mains du Hamas et du djihad islamique. Comme je le disais, pouvoir faire en sorte que le Hamas se dise qu'ils ont fait une erreur stratégique et que peut-être demain, le Hamas se politise. C'est-à-dire à l'instar de ce que fait le Hezbollah aujourd'hui au Liban, qui réfléchit à 2 fois avant de lancer les hostilités, eh bien, le Hamas aujourd'hui, si jamais il venait à se politiser et à devenir une vraie gestion politique du territoire gazaoui, il ne serait pas que une force terroriste et paramilitaire, mais également une force politique qui réfléchirait à 2 fois et qui pourrait forcer, bien évidemment, le djihad islamique à faire taire le rythme des armes. Je terminerai en disant, et je vais donner la parole à Stéphane Goldin, je pourrais parler des heures malheureusement, mais je suis attendu sur les antennes d'i24 News. Ce qui s'est passé aujourd'hui, les émeutes dans Israël et dans oui, l'argent du Qatar va continuer à arriver. C'est quasiment une quasi-certitude que le Qatar va continuer à payer des valises d'argent dans la bande de Gaza. Mais ce qui s'est passé aujourd'hui, pour répondre à votre question, à l'intérieur des villes mixtes comme Lod, comme Ramleh, c'est un avant-goût de ce qui pourra se passer. C'est-à-dire que pendant des années, on a dit qu'il y avait une 5e colonne, que le front islamique et la branche nord du front islamique étaient extrêmement dangereuses et répondaient aux ordres des éléments les plus salafistes et les plus djihadistes, en l'occurrence le Hamas. Eh bien, cela a été le cas. Aujourd'hui, les émeutes ont été pilotées, ont été véritablement dirigées et voulues par le Hamas et les éléments les plus radicaux qui sont dans la bande de Gaza pour faire en sorte qu'il y ait un 4e front, c'est-à-dire le front Est, avec éventuellement le pouvoir politique de la Jordanie qui ne cesse de remettre en cause la présence juive à Jérusalem. Il y a le front Sud avec la bande de Gaza. Il y a le front Nord avec le Hezbollah et le 4e front, bien évidemment. Alors, au-delà, il y a le front iranien, mais il y a le front intérieur et ça, bien, Israël va devoir véritablement faire le point au cours des prochaines semaines, des prochains mois pour comprendre comment il a été entraîné dans une guerre interne, dans une guerre d'émeutes
dans une guerre qu'il n'a pas choisie. Mais demain, il va falloir aussi que le Shabak, les renseignements intérieurs, que la police puisse répondre très rapidement, à savoir comment éviter, dans le cas d'un embrasement avec la bande de Gaza, de telles émeutes et surtout comment éviter que le Hamas se serve de la question de Jérusalem et des villes mixtes comme prétexte pour lancer les hostilités. Autant de questions pour l'instant qu'Israël est en train d'étudier, mais encore une fois, je le répète, malheureusement, nous n'avons pas toutes les réponses parce qu'Israël est dans une position très délicate où il y a une crise politique, où il n'y a toujours pas de gouvernement stable et viable sur la durée. Je terminerai en disant qu'on se dirige, oui, effectivement, vers un arrêt des combats. On se dirige bien évidemment vers visiblement un arrêt unilatéral des combats, mais que la plupart des objectifs que s'étaient fixés les renseignements israéliens pendant toutes ces années, depuis 2014 jusqu'en 2021, ont quasiment tous été obtenus, ont quasiment été réussis et remplis, à savoir, je le répète, la quasi-totalité du dispositif défensif souterrain du Hamas a été détruit, que énormément de sites de construction de missiles ont été détruits et surtout, eh bien, Israël a prouvé au monde que même s'il y a, et que cela ne fait pas bon effet, à savoir que de détruire des tours de communication en plein cœur de la bande de Gaza, eh bien, à partir du moment où il y a utilisation de la population ou de biens civils comme boucliers humains ou à des buts terroristes, eh bien, Israël n'hésitera plus à les abattre. Et Israël l'a montré, Mohamed Def, qui se promène encore, malheureusement. Effectivement, c'est un point noir de ces 11 jours de combat du côté israélien. On aurait bien voulu que Mohamed Def ne soit plus de ce monde, ça je l'ai dit. Et clairement, Mohamed Def sera et restera toujours une cible privilégiée, numéro 1 pour Israël. Merci, je laisse la parole à Stéphane Goldig, puisque… Libérer le micro. Oui, bien évidemment, votre micro va être libéré. Je dois monter en antenne. Merci beaucoup Mathias, pour ce soir. Merci beaucoup Mathias. Je te remercie infiniment d'avoir accepté l'invitation aussi vite. Merci. Avec Mathias. plaisir. Et je dirais que depuis, à la dame qui m'a dit apprenez à vous taire, que j'ai obtenu l'autorisation, puisque c'était quasiment immédiat. Dites à cette dame que depuis l'autorisation a été officielle et qu'on a le droit de dire donc officiellement une délégation égyptienne est à Tel Aviv pour négocier justement cet arrêt des combats. Bonne soirée madame et bonne soirée à tous. Bye, merci Mathias. Yasmine, bonsoir, bonsoir à tous. Je vais remplacer Mathias sur le champ, puisque là, je sors moi, du studio d'I24, où nous avons parlé évidemment du cessez-le-feu. Donc, je n'ai pas écouté tout ce qu'a pu dire Mathias, mais ce que je me propose, c'est de faire un petit point sur où nous en sommes par rapport à la situation. Va-t-il y avoir un cessez-le-feu? Ne va-t-il pas y avoir un cessez-le-feu? C'est une question que nous nous posons tous. Il y a eu un sondage aujourd'hui en Israël où la plus grande majorité, nous sommes je pense à 75 ou 77% d'Israéliens qui ne souhaitent pas un cessez-le-feu. Il faut savoir que ce qui se passe avec le Hamas, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est ce qu'on appelle chez nous Milchemet Atasha, une guerre d'usure. Et cette guerre d'usure, elle dure depuis pas mal d'années. Et malgré toutes les bonnes volontés qu'a voulu avoir Israël vis-à-vis du Hamas, nous sommes face à des gens qui n'ont pas su répondre favorablement je dirais, aux points positifs qu'on a pu leur donner. Alors, il faut savoir aussi parallèlement que nous payons aussi une certaine vision de ce qui a été fait ces dernières années. Et ce qui se passe, c'est que depuis pas mal d'années, nous avons préféré négocier avec le Hamas plutôt qu'avec l'autorité palestinienne. Il devait y avoir des élections au niveau de l'autorité palestinienne le 23 mai, le 23
avril ou 23 mai dernier. Et il s'avère que tous les sondages donnaient le Hamas évidemment plus que gagnant par rapport à l'autorité palestinienne. Et donc, personne ne voyait d'un très bon œil, que ce soit du côté israélien ou du côté évidemment palestinien, de voir le Hamas gagner ces élections. Mais dans le fond, quand on regarde où nous en sommes aujourd'hui, est-ce que le Hamas n'a pas gagné, je dirais, ces élections de fait? Quand on voit aujourd'hui qu'il y a franchement une prise de conscience liée au Hamas au-delà de la ligne verte, au niveau des populations arabes israéliennes, et que tout ça aussi commence à monter dans le nord et que nous avons des tirs qui viennent de la frontière nord sur le territoire israélien, c'est vrai que nous pouvons nous poser la question, est-ce qu'aujourd'hui, le Hamas, et est-ce que surtout demain, le Hamas ne va pas être les représentants de l'entité palestinienne dans sa globalité, en tout cas dans notre région. Alors, il faut évidemment regarder tout cela avec d'autres enjeux. Nous sommes aussi dans un enjeu qui est beaucoup plus régional que cela. Et au sein, il n'y a pas que le Hamas. Il faut savoir qu'il y a deux mouvances au sein de Gaza. Vous avez le djihad islamiste et vous avez le Hamas. Le djihad islamiste est bien plus, je dirais, bien plus impliqué avec l'Iran que le Hamas. Le djihad islamique reçoit bien plus d'argent que le Hamas. Et d'ailleurs, si nous regardons un petit peu plus près de ce qui s'est passé ces derniers jours, il s'avère que les gens qui ont tiré sur le territoire israélien de la frontière libanaise, ce sont des gens qui sont plutôt liés au djihad islamiste et qui sont liés de fait au Hezbollah. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une situation qui est relativement compliquée. Nous allons aller peut-être vers un cessez-le-feu, mais je ne suis pas sûr vers quel cessez-le-feu nous devons aller. Vous savez, il y avait une phrase comment il s'appelle, d'Yitzhak Rabin, que j'aime citer, que j'ai sorti ici, qui disait « Il faut combattre le terrorisme comme s'il n'y avait pas de négociation et négocier comme s'il n'y avait pas de terrorisme ». Alors moi, j'étais pendant de très très longues années complètement en phase avec Yitzhak Rabin, mais sur cette phrase-là, sur cette citation-là, je ne suis pas d'accord avec lui, parce que là, nous sommes face à un mouvement terroriste. Nous sommes face à un État, nous sommes face à un mouvement terroriste qui veulent tout simplement nous détruire. Et nous ne pouvons pas rester les bras et les mains croisés. Nous devons continuer, donc à mon avis, notre opération que nous menons actuellement sur Gaza. Nous devons continuer à pilonner, je dirais, le Hamas. Et tant que nous n'arriverons pas à nos fins, la chose ne sera jamais réglée. Alors, l'idée, ce n'est pas de rentrer au sein de Gaza d'une façon terrestre. Aujourd'hui, nous avons une artillerie, des tanks et nous avons une supériorité aérienne qui fait que nous n'avons pas besoin de rentrer sur le territoire de Gazaoué. Mais concrètement, il faut que nous arrivions à les faire reculer encore et encore. Et je pense encore aujourd'hui que nous n'avons pas complètement terminé le travail. Alors, voilà, nous en sommes là aujourd'hui. Les choses, comment elles vont évoluer dans les jours, dans les heures qui viennent et dans les jours qui viennent, personne ne le sait. Si je le savais, franchement, je jouerais au loto, je vous dirais. Ce que je peux vous dire, c'est que vous avez une structure, un mouvement terroriste qui s'appelle le Hamas, qui a commencé à tirer sur Israël. Aujourd'hui, ça ne s'est pas arrêté. Il y a plus de 4000 roquettes qui sont tombées sur Israël ces derniers jours. Aujourd'hui, le Hamas demande un cessez-le-feu, mais continue toute la journée à bombarder le sud du pays. Donc, nous sommes face à un problème. Je ne sais pas si vous m'entendez encore. OK. Vous ne m'entendez plus. Allô? Vous m'entendez? Voilà. On est face à un problème qui est au-delà du problème diplomatique, un problème de sécurité vis-à-vis de la population israélienne. Et avant de répondre à vos questions, je voudrais vous dire deux choses. Dans le fond, le Hamas a sur ses mains un double crime. Le premier crime, c'est qu'elle se sert de sa population civile comme bouclier humain et qu'elle tire. Et le deuxième crime, c'est qu'elle tire sur des populations civiles.
Donc, nous sommes franchement face à un mouvement terroriste. Et ce mouvement terroriste, il n'y a pas 36 solutions. Il faut le combattre. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions parce que je ne peux pas les voir de mon téléphone, Yasmine. Quelle est la situation actuelle des relations entre les Israéliens arabes et les Israéliens juifs? C'est une question. Alors, c'est une excellente question. Les relations se sont tendues. Ces derniers jours et vous avez tous pu le voir sur vos écrans télévisés. Il faut savoir quand même que ces tensions entre population juive et population arabe ne représentent pas la grande majorité des Arabes israéliens et des Juifs israéliens. La grande majorité des Israéliens et des Arabes palestiniens et des Arabes. Attendez, excusez-moi. Vous m'entendez? Oui, non, il n'y a pas de problème. Entre les Arabes israéliens et les Israéliens juifs, en général, elles sont plutôt bonnes. Et dans le fond, il faut savoir que nous avons pratiquement tous été vaccinés il y a quelques mois de cela, quelques semaines de cela. Et je peux vous dire que la personne qui m'a vacciné les 2 fois était une infirmière arabe. Et quelquefois, il n'y a pas si longtemps, j'ai dû aller à l'hôpital. Le médecin qui m'a reçu était un médecin arabe. Donc, il y a des relations qui existent. Maintenant, c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes face à une tension avec des gens qui veulent exister, qui veulent en découdre, pour dire clairement les choses. Et nous avons des villes où les gens vivaient d'une façon paisible, pratiquement sans incident. Je dis bien pratiquement sans incident. On sait très bien qu'il y a toujours eu, par exemple, dans différents coins, des coups de feu, etc. Mais les gens vivaient d'une façon plus ou moins paisible. Et là, on a vu une montée de violence. Alors, comment nous allons revenir à cette situation de paisibilité entre les deux populations? Je pense que ça va prendre du temps pour je dirais, couvrir les blessures. Et je pense à un moment donné qu'on arrivera à une situation où il faudra aussi que nous puissions tous redéfinir quel type d'État nous souhaitons. Nous souhaitons un État juif, d'accord, mais aujourd'hui, nous avons quand même 20% de la population qui est une population arabe sur notre territoire. Donc, quel type de pays nous souhaitons? Et aujourd'hui, être sioniste au XXIe siècle, c'est quoi? Ça veut dire quoi, le sionisme au XXIe siècle? Yasmine? Le chômeur. Il y a d'autres. Je regarde le chat. Regarde, c'est un mouvement terroriste. C'est un mouvement qui n'arrêtera jamais. Ce sont des regards. Pourquoi la communauté internationale ne vient pas à l'aide à Israël vu que c'est un mouvement terroriste? Alors, c'est une excellente question. C'est une excellente question et je vais vous dire franchement, j'avais pensé, mais j'étais peut-être un utopiste, parce qu'après le 11 septembre, après les attentats de New York, je pensais que le monde entier allait comprendre ce que ça voulait dire le terrorisme arabe, le terrorisme qui s'attaque à des gens qui sont sans défense. Or, aujourd'hui, ceux qui ont fait cet attentat, c'était Al-Qaïda. Al-Qaïda, ce sont des gentils petits-enfants aujourd'hui, hein. Même Daesh, ce sont des gentils petits-enfants. Donc, on a vu une montée en puissance de ces mouvements extrémistes. Nous avons vu aussi, en parallèle, une montée aussi d'une sorte d'intransigeance, une montée de radicalisation des populations arabes, mais pas que des populations arabes, disons les choses clairement. Et dans le monde entier, il y a une volonté de vouloir toujours taper un pays, Israël, et je reste persuadé, et je suis sûr, que derrière cette vision antisionisme, cela s'appelle, disons-le clairement, de l'antisémitisme. N'oublions jamais une chose. Vous savez, dans le fond, quand on regarde l'histoire des peuples, les Perses ont disparu, les Mayas ont disparu, les Grecs ont disparu, l'Empire égyptien a disparu. Qui reste? Nous, le peuple juif. Ça fait plus de 5000 ans, on est là, et dans le fond, on n'a pas bougé, et on est dans le fond plus ou moins le même chiffre, à quelques millions près. Et on est toujours là. Et c'est vrai que ça gêne, c'est vrai que ça dérange. C'est vrai que on se demande pourquoi. Dans le fond, il y a même une sorte de jalousie, je pense.
Alors, on est le peuple élu ou pas le peuple élu, c'est un autre débat. Je ne sais pas s'il y aurait des élections, si on irait se présenter, ça c'est un autre sujet. Mais concrètement, aujourd'hui, il y a une volonté de vouloir en découdre parce que dans le fond, c'est le plus simple, c'est le plus dans l'inconscient, je dirais, taper sur le peuple juif, taper sur Israël, c'est la chose la plus normale, la plus logique et la plus facile. Maintenant, on a beau expliquer et réexpliquer à toutes les puissances occidentales et à tout le monde libre, je dirais, que si demain, il arrivait quoi que ce soit à Israël, Israël est le rempart de l'Occident. Et si demain, il arrivait quoi que ce soit à Israël, c'est tout l'Occident qui pourrait disparaître. Yasmine? Attends, je défile, je veux voir s'il y a d'autres questions. Moi, je ne vois pas de nouvelles questions. Pourriez-vous expliquer? Pourriez-vous expliquer quelque chose? Regarde. Quel rôle peut jouer? Regarde, il y a... Quel rôle peut jouer l'Arabie Saoudite? Quelle est la position de la France en tout ça? Alors, quel rôle d'abord peut jouer l'Arabie Saoudite? Il faut savoir que les accords d'Abraham ont été des accords très importants pour Israël et pour l'équilibre régional, je dirais. Et d'ailleurs, si vous regardez bien, dans les accords d'Abraham, la question palestinienne n'est même pas traitée. On n'en parle même pas. C'est quelque chose, c'est même pas un sujet, c'est même pas un second, un sous-sujet. La question n'en parle pas. L'Arabie saoudite a un rôle très important parce que l'Arabie saoudite est aussi un rôle tampon face à l'Iran. N'oubliez jamais qu'il y a une guerre entre sunnites et chiites. Et dans le fond, une des grosses erreurs d'ailleurs de Barack Obama, c'est d'avoir voulu réunir entre les chiites et les sunnites pour que leurs forces se mettent ensemble. Et du coup, on est arrivé à une situation qui n'était pas acceptable pour nous, surtout vis-à-vis de la question nucléaire iranienne. Donc, l'Arabie saoudite a un rôle très important. Et je reste persuadé que les accords d'Abraham vont permettre aussi à d'autres pays arabes de comprendre la réalité géographique, géostratégique de notre région. Et dans le fond, ce sont les équilibres qui vont changer. Toute la question ne se situe pas par rapport à l'Arabie saoudite. Elle se situe aussi par rapport à la position américaine, par la position russe et surtout aussi, et par rapport aussi à la question turque, qui est une question aussi qui est très, très importante dans la région. Par rapport, oui. Ah, pardon, excuse-moi. Il y avait une question par rapport à la France. Je veux dire, je suis toujours très, très surpris quand je vois des capitales occidentales comme l'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie. On peut peut-être dire, on peut avoir quelques remarques sur la Hongrie, mais en tout cas, qui lèvent le drapeau d'Israël, qui ont compris qu'il fallait se battre du bon côté de l'histoire, et que nous avons un pays qui s'appelle la France, qui n'a pas encore compris. Alors, je sais qu'il y a une relation peut-être électorale avec un nombre de musulmans et d'arabes qui vivent en France qui est de plus en plus important, mais la France doit comprendre qu'elle doit se mettre du bon côté. Et actuellement, la France ne s'est pas mise du bon côté et elle continue à jouer une politique pro-arabe qui, à mon sens, va à l'encontre de ses propres intérêts. Et pourtant, il y a quelques jours, quelques semaines, on a vu à un moment donné la France, à un moment donné, changer un petit peu de position sur la position iranienne, sur la position du nucléaire iranien, et dans le fond se rapprocher plus ou moins de nous. Or, il s'avère que la nature est revenue au galop et nous avons entendu le Premier ministre français à l'Assemblée nationale avoir un discours qui était hors propos et je dirais même insultant par rapport à nous. Donc, je vais poser la dernière question avant de terminer. Il y a une nouvelle question. Comment rendre les... Attendez, parce que ça... Regarde. Je cherche la question.
Quel intérêt a le Qatar de financer le Hamas? Je pense qu'on n'arrive pas à répondre. Je m'excuse d'avance, on n'arrivera pas à répondre à toutes les questions parce qu'on va bientôt terminer. Donc, voilà. Le Qatar veut jouer un rôle dans la région. Le Qatar veut exister dans la région. Et aujourd'hui, je dirais, le Qatar, excusez-moi du terme, a un peu le cul entre les deux chaises. Voilà. Donc, le Qatar veut être avoir un peu le rôle de la Suisse, une sorte de pays avec une sorte de neutralité qui transfère au Qatar des millions de dollars chaque mois. Il faut savoir qu'il y a encore 2 semaines, 35 millions de dollars ont été virés au Hamas. Et parallèlement, le Qatar rentre aussi, veut s'asseoir aussi à la table des négociations s'il y avait un cessez-le-feu. Donc le Qatar actuellement joue un rôle clé, je dirais, au sein du Moyen-Orient. Je pense qu'un jour ou l'autre, le Qatar voudra signer aussi un accord de paix avec l'État d'Israël. Sous quelles conditions nous le verrons. Je sais qu'il y a des pourparlers qui sont actuellement entre le Qatar et Israël, mais actuellement le Qatar joue un peu une sorte de drôle de position entre les uns et les autres. Si on doit parler au Hamas, on peut parler en parlant au Qatar, on peut délivrer un message au Hamas. Bon, il y a d'autres questions qui défilent. Par exemple, sur les risques géopolitiques qui nous exposent la Turquie d'Erdogan et d'autres. Donc, vraiment, c'est la dernière question. Et après, on va vous donner le mot de la fin, Stéphane. C'est une excellente question. La Turquie, mais pas que la Turquie, il y a aussi la question de la Chine et il y a la question aussi des États-Unis avec la nouvelle administration Biden et de la Chine et de la Russie, évidemment. Et actuellement, nous sommes peut-être dans un repositionnement de la stratégie régionale. Alors, c'est vrai que les accords d'Abraham ont modifié la donne géostratégique sur la région. C'est vrai que le Hamas, en ayant déclenché ce conflit, nous ramène à quelque chose de beaucoup plus, je dirais, proche de nous par rapport aux Palestiniens. Mais concrètement, aujourd'hui, Israël vit dans une région qui s'appelle le Moyen-Orient, avec des accords de paix et avec la Turquie qui essaye de jouer aussi les mauvais, le père fouettard, je dirais, en donnant, des consignes par derrière aux pays islamistes. N'oublions pas que Erdogan est issu d'un parti islamiste et qu'il fera tout pour en tout cas, entraver toute tentative de paix. Maintenant, il faut savoir aussi qu'entre la Russie et Israël, il existe toujours énormément d'échanges économiques et qui continuent à exister. Et la Turquie, dans un autre sens, a aussi besoin d'Israël. Est-ce que je te laisse terminer, Stéphane, dire quelques mots de conclusion? Alors, d'abord, je suis désolé d'avoir fait une partie avec vous. D'abord, je voudrais aussi avoir une petite pensée pour mon ami Olivier Rafovitch, qui a été rappelé ce soir en Melouim. Et j'ai une pensée pour lui. Mais vous dire combien ici nous sommes prêts, combien nous ne voulons pas abandonner l'affaire, combien nous sommes forts dans nos têtes et combien nous ne lâcherons pas. Nous devons tous être fiers, nous devons tous être forts et nous avons autant besoin des gens d'ici, mais aussi des gens qui sont en diaspora, parce que c'est vous, nos ambassadeurs, auprès des différentes populations. C'est à vous de relayer les messages. Je vous invite à aller sur les sites Facebook, sur tous les réseaux sociaux et de répondre aux gens en ayant des arguments intarissables, concrets, pour répondre à cette désinformation quotidienne qui nous touche et qui vous touche aussi. Simplement, dernier point, je sais qu'en France, il y a encore l'histoire du corona, donc faites attention à vous et nous aussi, on fait ici attention à nous. Merci beaucoup Stéphane, merci à vous tous. On vous souhaite tous Shabbat Shalom. On vous donne rendez-vous dimanche et jeudi prochain. Donc, toutes les informations sur notre page Facebook. Merci beaucoup à tous. Merci Stéphane. Bye, Shabbat Shalom.